Chaque année, les baleines à bosse parcourent plusieurs milliers de kilomètres pour leur grande migration. Après s'être reproduites dans le sud, elles viennent dans les eaux caribéennes pour mettre bas avant de prendre la direction du nord. Depuis 2014, une équipe de scientifiques mène des recherches sur ces cétacés pendant leur traversée du sanctuaire Agoa, une aire marine protégée internationalement regroupant les eaux de la Martinique, de la Guadeloupe et des îles du Nord. Le projet Megara, au départ, c'est un projet qui a été mis en place par la réserve naturelle de Saint-Martin et par l'association Megaptera, qui est une association d'amélioration des connaissances et de découverte des mammifères marins. L'association Megaptera travaille sur la protection des mammifères marins et du requin-baleine depuis sa création en 1998 à Mayotte. Elle fédère bénévoles et chercheurs afin d'encourager la sensibilisation et la conservation de ces animaux. L'association Megaptera apporte à la fois la logistique et la connaissance pour tout ce qui concerne le déploiement de balises satellites sur les baleines à bosse. Et donc on est associé, nous, avec des scientifiques. Donc c'est le Greenland Institute à Copenhague, au Danemark, donc avec le professeur Mads Peter Heide Jorgensen. Notre conseillère scientifique Megaptera, Sabrina Fawcett, elle a travaillé avec cette équipe pour mettre en place nos protocoles pour déployer les balises. Et puis on travaille avec Mikkel Willum Jensen, qui est lui la personne qui est donc présente sur site et qui a préparé les balises, qui a préparé les attaches. Et on discute ensemble sur les possibilités de modifier un peu ce dispositif de temps en temps, et en fonction des résultats qu'on a. Et là, par exemple, c'est la 11e mission qu'on développe. On en a fait 4 dans le cadre du projet Megara. On a déployé des balises dans le cadre du projet Suivez les baleines dans l'archipel des Comores. On a fait 3 missions. Et on a fait 3 missions sur les cachalots à Maurice. Et on vient de finir en 2018 une mission de suivi des cachalots à Maurice. Depuis 2014, date de lancement de la mission Megara dans les eaux caribéennes, les équipes se réunissent une fois par an. L'étude, qui se déroule autour de la seconde quinzaine de mars, est primordiale pour récolter de nouvelles données sur ces mammifères marins. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là, il s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste que la région Caraïbes, puisque ça s'inscrit dans une réflexion qui est menée à l'échelle de l'Atlantique. J'entends par là qu'on se regroupe à peu près une fois par an, différents partenaires, que ce soit américains, européens, caribéens et même africains, puisque le Cap-Vert est concerné. On se regroupe tous les ans pour déjà donner le résultat de nos actions et de nos missions scientifiques, et puis pour essayer de faire en sorte de mieux connaître les voies migratoires de ces grands mammifères afin de mieux les protéger. Alors bien évidemment, c'est compliqué. Vous savez, il y a encore quelques années, on pensait que les baleines qui étaient dans la Caraïbe venaient principalement d'Amérique du Nord. Eh bien, il s'avère qu'en mettant des balises, on a pu réussir à démontrer que ces baleines-là ne viennent pas nécessairement d'Amérique du Nord, mais elles peuvent aussi venir de l'Europe, et notamment de la Norvège, etc. Pour obtenir ces précieuses informations, les équipes utilisent différentes méthodes qui permettent de trouver les baleines, puis les identifier et enfin les marquer pour les suivre. On loue un catamaran qui nous sert de base et on mobilise nos 2 navires de la réserve pour aller faire des campagnes en mer où on a des équipes qui sont chargées de repérer visuellement ou acoustiquement, par le son, les chants qu'émettent les baleines, des individus, d'essayer de les approcher au plus près pour prendre des images, essayer d'identifier individuellement les animaux, avec notamment les dessins qu'on peut voir sur la nageoire dorsale ou sur la queue. À bord de 3 bateaux différents, les équipes naviguent à la recherche des premiers signes de présence des baleines. Si la mer est calme, il est possible de repérer les souffles à plusieurs kilomètres. L'air expiré par les baleines au moment de leur remontée à la surface propulse ainsi des gouttelettes d'eau.
S'il n'y a pas de traces visuelles de ces mammifères marins, c'est en plongeant un hydrophone dans l'eau que les scientifiques identifient la présence des animaux. Toutes les 30 minutes, une sonde est jetée à l'eau depuis les bateaux, tout moteur coupé. Selon la présence de chants, notée graduellement sur une échelle de 1 à 5, les équipes de la mission Megara choisissent leur direction. C'est généralement les mâles qui chantent pour attirer les femelles, se signaler, marquer leur territoire. On s'est aperçu que ces chansons suivent des petits effets de mode et que chaque année il y a des petites variantes, des nouveaux sons qui apparaissent, qui marchent plus ou moins bien avec ces dames et du coup d'autres individus se les approprient et ça devient vraiment la chanson de l'été de la saison de reproduction. Les chants étant différents selon les groupes d'individus, ces enregistrements sont aussi un moyen d'identification des baleines à bosse. Plus le chant est fort, plus les animaux sont proches et il y a alors davantage de chances de les voir à la surface. Dès qu'une baleine à bosse est remarquée, les 3 bateaux convergent dans sa direction. En observant le mammifère grâce à des jumelles, il est possible de faire une première identification. Les scientifiques prennent également des photographies au moment où elles font un breach, c'est-à-dire un saut hors de l'eau. Lorsque les baleines tapent de la queue à la surface, des images sont prises de leur caudale. Uniques par leur forme et leur tache, ces photographies sont entrées dans une base de données internationale. Vient alors le moment d'approcher les baleines. Pour ce faire, c'est le bateau le plus maniable qui vient au plus près de l'animal, avec une équipe réduite à son bord. Nos équipes d'intervention sont constituées d'un pilote qui est formé à l'approche des individus pour ne pas mettre en danger à la fois l'équipe et l'individu, pour essayer de minimiser aussi le stress pour pas que l'individu ait des réactions à l'approche. On a ensuite un observateur avec un appareil photo qui va faire de la photo pendant tout le déroulement de l'approche. Et ensuite on a 2 tireurs. On a un tireur biopsie qui va prélever un échantillon ADN et un tireur balise qui lui a un dispositif de déploiement des balises avec de l'air comprimé. La biopsie, qui consiste à prélever une petite quantité de peau et de graisse, est le premier élément recueilli par les scientifiques. S'il n'y a pas de présence de baleineaux, c'est aussi le seul moyen de déterminer le sexe des animaux. Les biopsies sont faites à l'aide d'une arbalète qui est munie d'une flèche flottante. Sur cette flèche flottante, on met ce qu'on appelle un TIPS, c'est un emporte-pièce qui fait un prélèvement d'ADN sur la baleine. On utilise des arbalètes qui sont à peu près à 150 kg de pression. On ne peut pas utiliser des arbalètes à poulie qui seraient trop puissantes et on n'aurait pas un effet de biopsie avec récupération de flèches, mais la flèche rentrerait carrément dans les baleines. Donc là, on utilise des arbalètes assez faibles en puissance. L'approche des baleines est un moment délicat. Le pilote et les tireurs doivent être en parfaite symbiose pour limiter au maximum le stress de la baleine. Le pilote la suit afin qu'elle raccourcisse ses apnées. Dès qu'une remontée dure assez longtemps, le duo situé à la tête du canot tente une biopsie ainsi que la dépose d'une balise GPS. Quand on a fait le tir, la flèche va percuter le dos de la baleine et par un système de rebond fait l'emporte-pièce et après la flèche tombe dans l'eau et comme elle flotte, on peut la récupérer pour faire le prélèvement. Et tous les échantillons qui ont été faits pendant la mission vont être regroupés et envoyés à Groningen, aux Pays-Bas, pour être intégrés dans la base de données mondiale de prélèvement sur les mammifères marins. Les prélèvements relèvent donc un caractère primordial pour l'identification génétique des mammifères marins. Mis au frais en attendant d'être expédiés, les échantillons permettront par la suite de croiser les profils des baleines. Il y a plusieurs aspects. Déjà, on pense qu'il y a 2 populations de la même espèce, donc des groupes qui seraient sociaux, qui auraient des comportements différents, qui éventuellement disons que certains individus ne feraient pas des petits ensemble, quoi. Et donc on aurait 2 populations différentes, ce qui n'est pas acquis pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on fait des biopsies. On veut voir avec
à quelle population peut appartenir certaines baleines et à quelle autre population, s'il y en a une deuxième. Parce que aussi on a des liens, on sait qu'on a des liens donc avec la Norvège, on a des liens avec l'Islande, on a des liens avec l'Amérique du Nord. Il y a des liens évidemment entre les Antilles, les petites Antilles, les grandes Antilles, et puis avec le Cap-Vert. On sait que les baleines de Saint-Martin peuvent monter en Norvège pour se nourrir et ensuite redescendre, s'accoupler et se reproduire au Cap-Vert comme elles le font à Saint-Martin. Pour la dépose de la balise GPS, Mikkel Willem Jensen a développé un dispositif unique. Here I have also a tag that I take out here, Whoopty. A tag that sits, and as you can see, there's an elastic break that can actually break up like this. I have a long barrel. I can put in like this the tag, and I do just like as if it was a big dart for what you can see on the clubs and everything. You play the dart. But when I take here and screw this one together, I have a gun looking like this with the tag sitting in. I have this is going to a diving bottle. Les balises se déclenchent généralement 1 à 2 jours après la dépose. Elles émettent à chaque fois que la baleine à bosse revient à la surface pour respirer. Les balises, elles sont programmées pour une certaine durée d'émission dans la journée. Elles ne vont pas émettre 24 heures sur 24. C'est une histoire de batterie. Parce qu'une fois que la balise est sur la baleine, elle va émettre un certain temps en fonction de sa batterie. Donc on sait par exemple sur les baleines franches, on va avoir des batteries qui durent plus d'1 an. Sur les marsouins également. Sur les baleines à bosse, c'est un peu différent parce que comme elles sont très actives entre elles, qu'elles se caressent avec les pectorales, les balises peuvent être endommagées et les batteries durent moins longtemps. Mais on garde quand même cette idée. Donc on a un système d'allumage et la balise s'allume quand elle est hors de l'eau, elle s'éteint dès qu'elle rentre dans l'eau salée. Les données ainsi récoltées sont ensuite mises en ligne et analysées par les chercheurs à l'international. La position GPS permet d'étudier avec précision les déplacements des mammifères marins encore mal connus à ce jour. Les balises satellites nous montrent que les baleines sont très mobiles. Elles bougent d'un endroit à l'autre très rapidement. Vous voyez, par exemple, il y a des balises qui ont été mises en Norvège. Bon, les baleines sont arrivées dans la Caraïbe, elles sont très mobiles. Et nous, on a mis des balises là maintenant et on voit sur la carte qu'elles commencent déjà à entamer leur migration après avoir fait un petit tour dans les îles. Donc en termes déjà de recherche scientifique, c'est intéressant de voir qu'on a des animaux très mobiles qui partagent des territoires importants. Donc en termes d'énergie, par exemple, on voit que les baleines se déplacent beaucoup plus loin qu'on ne pensait avec leurs baleineaux, alors que ces animaux ne se nourrissent pas. Donc ils utilisent leurs réserves, leur graisse, ils maigrissent. Donc ça c'est intéressant, c'est des données qu'on n'avait pas sans la télémétrie, sans les balises satellites. Là par exemple, on a déjà le résultat de 3 balises. Hein, donc on a, bon là pour le moment on a des numéros, on va les nommer ces baleines. Mais là on a par exemple une baleine qui est en train de monter vers le nord-ouest. Mais en fait, elle avait pris un cap nord-ouest et elle est en train de prendre un cap nord-est. Va-t-elle aller en Amérique du Nord? Va-t-elle aller en Norvège? On a l'impression qu'elle se cherche là. Donc après, les scientifiques vont déterminer la vitesse, à quelle vitesse elle se déplace et la direction en fonction des courants et tout ça. Les balises, ça permet aussi de voir quel est leur système de repérage. Est-ce qu'elles travaillent avec le champ magnétique terrestre? Est-ce que les courants influent, la température de l'eau influe, des choses comme ça. Là, on a une balise aussi, une baleine qui est descendue dans les îles, qui a fait le tour de Saint-Kitts, Nevis, Statia. Elle avait été taguée à Saint-Barth. Et là, maintenant, elle prend vraiment une direction vers l'est.
Et puis on a une mère baleineau qui a été taguée à Saint-Barth et qui est en train de descendre, elle, vers la Guadeloupe. Donc, jusqu'où est-ce qu'elle va aller? On sait qu'historiquement, on a des baleines qui descendent au Venezuela, à Bonaire, dans les îles ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao. Donc, c'est intéressant de montrer tout ça et après de prendre des mesures en fonction de leur trajet. Ces données affinées viennent contredire les chiffres jusqu'alors annoncés. En effet, les anciennes méthodes de comptage des mammifères marins pouvaient parfois être surévaluées. Ça nous permet d'évaluer aussi ce qu'on appelle les stocks, c'est-à-dire le nombre d'individus qui sont réellement présents. Ce qui se passait jusqu'à présent, c'était qu'on pouvait compter les baleines île par île. Donc la Guadeloupe disait moi j'ai eu tant de baleines cette année. Saint-Martin disait j'ai eu tant de baleines. Saint-Barth va faire la même chose. Et puis voilà, on essayait de faire une évaluation grosso modo du stock. Grâce aux balises, on a pu démontrer qu'une baleine qui est balisée à Saint-Martin, le lendemain elle est à Saint-Barth. Et le surlendemain elle est à Saint-Eustache. Ça veut dire que très probablement les observations que l'on fait île par île, elles sont surévaluées par rapport au nombre réel de baleines. Et donc, bien évidemment, que quand on réussit à démontrer cela scientifiquement, eh bien, ça participe d'une meilleure conservation de ces animaux.